Bonjour Philippe Aurel-Leroux. Donc nous sommes à Muséum Collector édition 2025, donc en compagnie de Philippe Aurel-Leroux, qui est auteur de littérature d'imaginaire, plus de SF. Plutôt plus SF, mais j'écris également du polar fantastique et j'ai également le Frontière des Chimères, qui est un roman de fantasy historique. Ah, donc aussi un peu de fantasy. Donc SF et fantasy mélangés, c'est pas si fréquent. Oui, alors surtout dans l'Empire des Chimères, j'ai vraiment mélangé les genres, donc effectivement c'est un roman un peu à part. D'accord. Alors parlez-nous par exemple de celui-là, l'Empire des Chimères. L'Empire des Chimères, c'est mon tout premier roman que j'ai pu écrire et faire publier par un éditeur grâce à un concours de nouvelles. Ouais. Où les lecteurs pouvaient voter sur la nouvelle de leur choix et l'auteur qui était sélectionné par les votants, par les lecteurs en fait, pouvait ensuite publier un roman dans l'univers de la nouvelle sélectionnée. Et ça a été vraiment ma première expérience, un roman que j'ai beaucoup aimé, qui permet beaucoup de révélations, donc mon premier bébé on va dire. Ça a été voilà, donc, un roman à 3 voix avec une jeune patricienne qui se passionne pour l'astronomie et qui s'aperçoit que toutes les étoiles filantes semblent converger vers un point unique dans les montagnes et qui va faire des pieds et des mains pour monter une expédition. Elle sera accompagnée par un vétéran de la Légion romaine qui a pour mission de l'accompagner, faire en sorte qu'elle revienne vivante, mais également qu'elle n'atteigne jamais le point qu'elle s'est fixé dans les montagnes parce qu'il y a des choses là-bas que certains préféraient rester cachés, voire rester cachés. Et puis Gurnt qui donne vraiment le titre au roman, puisque c'est une chimère au sens biologique du terme, il est mi-humain, mi-félin. Mais même dans mon univers, en fait, ces créatures sont des exceptions. Et lui-même ne sait pas quel est le secret de ses origines, puisqu'à sa connaissance, ses parents, qui sont tous les deux disparus, étaient humains normaux. Et donc ça lui vaut pas mal de problèmes. On lui jette un peu des pierres à cause de sa différence, pas seulement physique, mais aussi au niveau de ses réactions, qui sont parfois plus félines qu'humaines. Voilà. Alors, je suis intrigué parce que dans les titres des ouvrages, il y a le naufrage du Titan. C'est avec un espace qui pourrait laisser la place pour le I pour de Titanic. J'imagine que c'est fait exprès. C'est tout à fait exprès, effectivement. Bon, on a fait un petit jeu de mots. En fait, c'est le 100e vaisseau Titan à prendre l'espace. Là, on est au 25e siècle. La Terre est menacée par un astéroïde géant qui, a priori, rien ne va pouvoir dévier de sa trajectoire et qui menace donc la Terre. Et l'humanité, pour essayer de s'en sortir, déménage sur Proxima du Centaure. Et donc ils ont créé ces vaisseaux Titan qui emmènent à peu près 1 million de passagers à chaque fois. La plupart sont endormis, mais même sur fin de fond du monde, en fait, les privilèges restent en place. Et donc il y a une poignée de VIP qui restent éveillés le temps que le vaisseau quitte le système solaire. Et on va suivre en fait 7 jeunes passagers et membres d'équipage qui seront à cet âge charnière entre l'adolescence et l'âge adulte et qui vont être confrontés bien entendu à un naufrage dans l'espace avec toutes les difficultés que ça entraîne. Donc c'est vraiment du roman science-fiction catastrophe dans un univers qui se veut très réaliste. Voilà. Alors, je note quand même qu'il est écrit avec Sébastien Louis. Oui, on l'a écrit à 4 mains, effectivement. C'est un univers qu'on développe à 4 mains, puisque les ombres de Cérès qui se trouvent par ici fait également partie du même univers, donc on retrouve certains des personnages. Et alors c'est moi qui ai eu l'idée de départ, en tout cas, sur le naufrage du Titan 100. Mais j'avais envie, effectivement, de tenter l'aventure à 4 mains, et c'est très sympa de travailler, effectivement, sur des romans, partager les idées. Des fois un petit peu d'accroche, bien sûr, mais dans l'ensemble, ça se passe super bien. On est très content de faire ce travail ensemble. Et concrètement, comment ça se passe quand c'est-à-dire que vous écrivez pas en même temps? Alors si on écrit en même temps, par contre on fait un gros travail de préparation en amont. Comment vous pouvez écrire en même temps sur le clavier? Vous n'êtes pas à 4 mains sur le clavier. Non, mais on a 2 claviers, donc comme ça on s'en sort assez bien, 2 ordinateurs. Donc chacun de votre côté, d'accord. Oui, chacun de notre côté. Mais bon, c'est vrai que le travail se fait un petit peu en même temps, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'un ait fini son chapitre pour faire l'autre, parce qu'on s'est vraiment partagé en fait dans le naufrage et dans les ombres. Comme on a des romans vraiment choraux, enfin au sens choral du terme, avec il y a 7 à 8 personnages en fait qui interviennent, qui sont narrateurs, donc on s'est réparti les personnages. Et on a fait un beau tableau Excel dans lequel on a fait un petit synopsis pour chacun des chapitres, tout ce qu'on voulait raconter. Et donc chacun est capable d'écrire un petit peu indépendamment de l'autre. Bien entendu, à chaque fois qu'il y a un finit un chapitre, il l'envoie à l'autre pour lecture. Et ça permet aussi, avec les allers-retours entre les 2 auteurs, d'harmoniser beaucoup en fait, l'écriture, puisqu'on se corrige l'un l'autre. Et jamais personne n'a réussi à nous dire
qui avait écrit quoi. Et d'ailleurs même nous des fois on se trompe. Ah oui, donc ça veut dire que même au niveau du style d'écriture, vous êtes assez proche alors. Oui, a priori on est assez proche et après les petites différences qu'on pourrait trouver, c'est que moi je suis plus technophile que Sébastien, lui est plus accroché aux émotions, etc. Et ça permet d'enrichir justement le roman avec nos forces et nos faiblesses respectives. D'accord, c'est intéressant. Alors, et Skinwalker, est-ce que ça, pareil que le Titan C, est-ce que ça a un rapport avec Skywalker? Alors là, pour le coup, pas du tout. En fait, le Skinwalker, c'est une légende Navarro dans lequel un chaman qui va passer du côté un petit peu obscur de la force, si on peut faire le parallèle avec Skywalker. Pour le Parce coup. que je vois qu'il y a quand même un switcher Tatooine, donc ça aurait pu. Je suis assez fan, effectivement, de la première trilogie en tout cas. Mais là, non, effectivement, ça n'a rien à voir. Effectivement, on est vraiment plongé dans le milieu des années 1990, dans un univers tout à fait cohérent et réaliste, on va dire. Et donc, avec une jeune femme qui est enquêtrice, qui travaille, qui est d'origine Sioux-Lakota, mais qui a complètement tourné le dos à ses racines suite à des drames familiaux. Elle s'est installée à Seattle, elle est devenue shérif adjointe, en fait, dans un comté près de Seattle. Et suite à des vacances assez noisies qu'elle va passer en fait au Canada, sur cette partie du Canada, sur la côte ouest, où on trouve toutes les tribus qui ont inventé l'art du totem, elle va assister en fait à la mort assez atroce d'une jeune autochtone. Et comme ça n'a pas l'air de passionner plus que ça en fait les autorités locales, elle va se mettre un petit peu à enquêter sur qui était cette jeune femme notamment. Et ça va l'amener avec quelques éléments, donc là c'est la part de fantastique qui intervient. Ça va l'amener en fait à se replonger un petit peu justement dans ses racines. Donc c'est une quête un peu initiatique qu'elle va vivre au travers d'une enquête qui reste une enquête policière. Oui, donc là, c'est pas de la SF, c'est du fantastique. C'est vraiment du fantastique, effectivement. Ok. Et donc aussi plusieurs collectifs. Voilà, exactement. Donc moi j'ai rencontré ma maison d'édition principale aujourd'hui, donc qui est Marathon Édition. Oui, j'allais dire que son nom quand même, c'est bien. Absolument. Marathon Édition au travers donc d'une première anthologie qui s'appelait L'école du futur, donc c'était le thème sur lequel on pouvait inventer une histoire. Donc, c'est un peu dans le même univers d'ailleurs que le naufrage du Transan et les ombres de Cérès. Là j'ai beaucoup interrogé en fait notre rapport à l'hyperconnectivité qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et également le rapport à l'intelligence artificielle qui monte beaucoup. Et voilà, dans la nouvelle, je développe le fait qu'il est possible que l'humanité, dans un futur plus ou moins éloigné, en fait, tourne un petit peu en boucle sur ses idées, puisque plus personne n'invente rien, tout le monde se contente d'aller interroger l'intelligence artificielle pour inventer des nouvelles choses, entre guillemets. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, les couvertures sont faites par intelligence artificielle. Non, aucune intelligence artificielle. Là, ce sont chez Marathon Édition, c'est une graphiste qui s'appelle La Boîte à Luxe. D'accord. Et qui fait toutes les couvertures. Et celle-ci, l'Empire des Chimères, l'intelligence artificielle n'existait pas encore, c'est sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises. Parce que ça, c'est un des gros risques, justement, qu'on se fasse remplacer tous. Oui, on est bien d'accord, Non, mais je suis... Bon, malheureusement, je pense que l'avancée de la technologie est inéluctable et l'intelligence artificielle est là. Par contre, il va falloir effectivement, et je vois que l'Europe commence à réagir un peu sur le sujet, à légiférer sur ces aspects d'intelligence artificielle parce qu'il y a effectivement des risques très importants. Surtout qu'en fait, l'intelligence artificielle telle qu'elle est faite, c'est qu'une sorte de plagiat gigantesque, mais de tous les auteurs réunis, quoi. Absolument, les auteurs, les graphistes, voilà. Les grands peintres, enfin tout ce qu'on veut, effectivement. Et puis bon, il faut quand même bien se méfier aussi des réponses qui sont apportées par les intelligences artificielles. J'ai fait des recherches, moi je fais des recherches beaucoup et j'utilise l'intelligence artificielle pour mes recherches notamment. Par contre, en essayant de contre-vérifier un petit peu ce que le chat GPT, notamment pour ne pas le citer, m'avait apporté, il m'a déjà sorti des ouvrages qui n'existaient pas, par exemple. Ah, énorme. Donc il faut quand même bien se méfier un petit peu des réponses qui sont apportées, toujours. Ceci dit, on a notre philosophe à chemise blanche et à la mèche grisonnante qui nous a aussi inventé un philosophe qui n'existait pas. Ah oui. Son intelligence est peut-être aussi artificielle, on ne sait pas. Oui, effectivement. Et alors, donc le prochain projet, il est déjà en route, c'est quoi? Alors le prochain projet sort à la milieu d'année, il reste dans l'univers de Naufrage du Transan et des ombres de Cérès. C'est un troisième opus, c'est un roman compagnon, c'est-à-dire qu'il peut se lire indépendamment des deux premiers, dans lequel on retrouve certains des personnages pour autant. Là en fait, on a amorcé dans les ombres de Cérès en fait l'idée que si l'humanité était véritablement en danger, est-ce qu'elle ne devrait se sauver qu'elle-même ou est-ce qu'elle devrait également sauver en fait la faune et la flore qui partagent notre planète avec nous?
Notamment, en fait, dans Les Ombres de Cérès, on fait la connaissance d'un personnage, le professeur Gero, qui lui est un cétologue, donc spécialiste des cétacés réputé, et qui veut absolument effectivement emmener avec lui quelques exemplaires, en tout cas, de baleines, de dauphins, d'orques. Et vraiment dans le projet qui s'appelle le son des sirènes, on va vraiment aller pousser plus loin le curseur effectivement, notamment pour savoir est-ce que d'accord, sauver ces grands mammifères c'est important, ça peut paraître important, ça prend la place par contre d'autres humains qui pourraient sauver leur vie, et donc voilà, c'est un petit peu tout ça aussi qu'on explore. La Donc place il est de écrit. l'animal. Il est déjà écrit effectivement, Ok. il est en cours de correction éditoriale. Ok. Voilà. Ah, donc ça- Marathon fait aussi un travail éditorial. Oui, c'est une vraie maison d'édition donc qui prend tout en charge et qui fait effectivement un travail éditorial, un travail de correction orthographique, syntaxique, grammaticale comme normalement. D'accord. Ah, mais c'est bon à savoir parce qu'il y a tellement d'éditeurs qui ne sont pas des vrais éditeurs. On est bien d'accord. Non, Marathon d'édition est une maison d'édition qui est basée à Vannes, effectivement, qui est plutôt spécialisée dans le young adulte. Mais bon, Skinwalker ne fait pas partie de ce créneau-là et voilà, ça marche très bien. Et puis donc il y a l'autre projet qui est en cours d'écriture pour le coup, c'est une suite pour le coup de Skinwalker qui va s'appeler Seattle Underground. Notamment parce que j'ai découvert que la ville de Seattle d'aujourd'hui en fait était bâtie sur une vieille ville de Seattle, donc véritablement au-dessus. Ça fait suite à un grand incendie et je trouve ça intéressant d'explorer une ville sous la ville. Voilà. Et je continue aussi à explorer un petit peu le sort des Premières Nations américaines. J'en parle beaucoup en fait dans Skinwalker, mais je vais continuer. Je vais aussi dévoiler un petit peu le dessous des coulisses. Il y a pas mal de conflits entre ces Premières Nations, notamment pour les reconnaissances fédérales aux États-Unis. Et donc voilà, c'est un peu tout ça aussi que j'aborde. Alors je ne fais pas d'angélisme vis-à-vis des Premières Nations. Il y a plein de choses qui ce sont véritablement des victimes en fait, de la colonisation Oui, ça c'est une certitude. européenne. Ça. Voilà, tous les traités qui ont été signés entre ces nations et la nation américaine ont tous été rompus par les Blancs. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut porter au nu la façon de vivre des Premières Nations. Mais bon, voilà, je trouve ça c'est un sujet qui me passionne véritablement et j'adore explorer effectivement. Ben, merci, bon salon. Merci beaucoup, bon salon. Au revoir.